les sauvegardes, elles sont immuables pour la durée spécifiée et on sera dans l'incapacité de les supprimer. Alors, la 6e nouveauté, c'est la possibilité en fait d'avoir, un tape server sous Linux. On a eu plusieurs, requests de nos clients et vous avez tous demandé en fait la possibilité de connecter un lecteur de bande à un serveur Linux pour pouvoir faire, de l'offload, de vos sauvegardes et avec la V12, c'est maintenant possible. Vous aurez la possibilité de déployer les services pour le tape server sur un serveur Linux. OK, du coup, je te passe la main Arnaud, pour la suite. Ça y est, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ok, je regarde s'il n'y a pas des questions. Est-ce que vous avez des questions jusque-là sur tout ce que Najib vous a présenté? N'hésitez pas à poser vos questions, hein, que ce soit interactif. Alors, il semble avoir une question peut-être sur le stockage objet, non, de Afif. Parce qu'il doit être en train de... Juste pour le stockage objet, ah non, la dernière question, c'était par rapport à RHV. Arnaud y a répondu. OK. Alors, il a dit juste pour le stockage objet, je n'ai pas compris la valeur ajoutée dans la V12. Alors, par exemple, le scénario auquel je pense, si vous avez, par exemple, supposons que vous avez un site déporté et je sais pas, un petit site où vous avez seulement un ou 2 serveurs physiques, une bande passante limitée et si, par exemple, vous devez faire des sauvegardes et les envoyer vers le site, on va dire, en production, ça peut prendre du temps. S'il y a une bande passante limitée, pour transférer les sauvegardes, il va falloir utiliser des One Accelerator et tout ça et le fait de pouvoir faire du, direct ou object storage, là, ça va vous permettre, en fait, d'envoyer ces sauvegardes de ces 2 serveurs physiques directement vers de l'object storage. Comme ça, vous serez en conformité, vous aurez un backup et vous bénéficiez aussi de l'immuabilité derrière. Ça peut être, par exemple, une valeur ajoutée pour l'utilisation du Direct to Object Storage. Il y a un autre, pour répondre à la question de Afif, quel est l'intérêt, quelle est la valeur ajoutée du stockage objet? En fait, le stockage objet, la nouveauté, comme Najib l'a dit, c'est qu'on peut sauvegarder directement vers le stockage objet en V12. Le stockage objet, ça fait 3 ans, 4 ans, hein, tu me diras Najib si je me trompe, ça fait 3-4 ans qu'on a commencé à utiliser du stockage objet comme repository de sauvegarde, comme target de backup. On n'a pas voulu s'en servir dans un premier temps comme repository primaire, principal. On a préféré avoir suffisamment de recul sur le stockage objet pour pouvoir l'utiliser en repository de premier niveau. Hein. Le repository le plus important, c'est le premier, celui qui va permettre de restaurer rapidement, c'est la copie de sauvegarde locale, et c'est celle qui va permettre, il faut qu'il y ait de la performance, il faut qu'on puisse restaurer rapidement, il faut qu'on puisse faire de l'instant recovery, and so on, and so on. Donc la nouveauté, c'est que désormais, avec l'expérience et la maturité qu'on a sur le stockage objet, on permet désormais d'utiliser le stockage objet comme repository principal. Un cas intéressant ou un use case qui peut être intéressant, c'est la sauvegarde des postes de travail d'utilisateurs itinérants, les utilisateurs mobiles hein, qui ont leur laptop et qui se promènent et qui passent de temps en temps, qui se connectent sur le réseau de l'entreprise, mais qui sont la plupart du temps à l'extérieur du réseau de l'entreprise. Pour ces utilisateurs-là, ils peuvent utiliser l'agent Vim de sauvegarde et sauvegarder directement vers du stockage objet. Donc les possibilités en termes de stockage objet sont nombreuses. C'est tout ce qui existe sur le marché comme stockage objet. Donc les stockages objets à base de standards S3 d'Amazon, Amazon lui-même ou les standards S3, tous les constructeurs qui utilisent du S3, c'est des Wasabi, c'est du Azure, enfin voilà. Tous les stockages, les types de stockage objet aujourd'hui sont supportés. Et ça, c'est un use case qui est intéressant. Et puis après, le fait de pouvoir avoir le stockage objet, ça permet d'avoir des possibilités nouvelles en termes de design, en termes de configuration, en termes de possibilités offertes. Alors, on intègre de plus en plus ce stockage objet dans les environnements de nos clients parce que vos environnements sont de plus en plus hybrides. Hein. C'est aussi ça, on répond aussi à
une demande, comme disait Najib, c'est que vos environnements sont de plus en plus hybrides, le cloud est de plus en plus présent, et ce type de stockage est de plus en plus présent. Donc c'est une nouvelle possibilité qu'on offre, qu'on vous offre pour pouvoir stocker vos sauvegardes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Najib, pour toi comme question? Alors, je regarde, est-ce que c'est possible de restaurer les sauvegardes d'objets dans le cadre d'une sauvegarde entière d'une machine virtuelle? Bah oui, même si vous stockez en fait vos sauvegardes dans du stockage d'objets, vous pouvez utiliser toutes les options de restauration qui sont offertes par la plateforme Vim en fait. L'object storage en quelque sorte, c'est juste c'est l'endroit où on va déposer nos fichiers. Ça change, ça modifie en rien les fonctionnalités de restauration que vous avez. Oui, est-ce que la sauvegarde sur TP est uniquement disponible sur Linux ou bien Windows Server aussi? Ah oui, alors la sauvegarde sur tape, oui. Bon, alors jusqu'à présent, pour déployer les services pour le tape server, on pouvait le faire seulement sur une machine Windows. Et avec la V12, en fait, on a rajouté aussi la possibilité de déployer le tape server sur une machine Linux. Du coup, là, avec la V12, vous avez la possibilité d'utiliser un tape server, que ce soit sur une machine Windows ou que ce soit sur une machine Linux. Ok, l'autre question, quelle est la sauvegarde la mieux adaptée pour vous pour une PME? Alors ici, ça va dépendre en fait, pour répondre à ta question, cher Foulaye Diallo, en fait, ça va dépendre du type de VM, du type de workload que vous avez et de ce que vous voulez en fait en faire. Est-ce que vous voulez juste avoir des backups? Est-ce que vous voulez, est-ce que vous êtes amené à restaurer assez souvent? Est-ce que vous voulez, par exemple, juste archiver les backups? En fait, ça va dépendre de votre infrastructure et du besoin que vous avez. Et en fonction de ça, en fait, on peut décider quelle est en fait la meilleure sauvegarde pour vous. Alors, est-ce que l'upgrade de la version 11A vers la version 12 nécessite un changement de licence? Non, les licences, elles sont compatibles, que ce soit version 11 ou version 12. Une fois que vous faites l'upgrade, vous avez juste à installer les licences que vous avez reçues pour la V11 et ça va fonctionner sans problème. Il y a une question de Mohamed. Principales améliorations de sécurité. Bon, on va en discuter, Mohamed. C'est une partie que je vais traiter. On va parler un peu sécurité. Peut-être que ça répondra à la question. Comment faire upgrade de 11 vers 12? Najib, je te propose de répondre à ces questions à la fin. À la fin, oui, Ouais, tout ce qui est upgrade, mise à jour, passage de 10 vers 12, 11 vers 12, on va les aborder. plus tard. On va Ok. les aborder plus tard. Et une dernière question qui vient d'arriver. Est-ce que je peux faire fonctionner la V12 sur VMware 5.5? Alors, VMware 5.5 n'est plus supporté par VMware. Donc, c'est plus supporté fatalement par Vim. On ne peut pas assurer le support des versions qui ne sont plus supportées par l'éditeur lui-même. Donc, la 5.5 n'est plus supportée. C'est 5.5 de vSphere. OK, bon. Najib, j'enchaîne? Oui, J'enchaîne et puis si tu vois des questions passer, tu peux y répondre. N'hésite pas à m'interrompre d'accord. pour y répondre. Alors, 7e, est-ce que ça a bien switché? Est-ce que ça... Ah non, il faut share. Est-ce que c'est bon, mon écran? Ça démarre. Je te dis ça tout de suite. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ok, 7e fonctionnalité, donc Najib et moi on a choisi et sélectionné, c'est des changements au niveau de la base de données du Vim, de Vim Backup et Réplication. Pour les, j'allais dire les initiés, mais pour vous qui avez déjà déployé et qui avez déjà une certaine expérience sur Vim Backup et Réplication, vous savez que la base de données par défaut de Vim Backup et Réplication, c'est une base de données SQL dans une édition Express.
Donc c'est une version gratuite de SQL, Microsoft SQL, qui est embarquée dans Vim Backup et qui permet comme ça d'être utilisée par défaut lors d'une installation simple. Dans certains contextes et dans certains environnements, quand il y a beaucoup de machines à protéger, machines à sauvegarder, il est recommandé de passer sur une version plus, comment dire, plus robuste, une version plus avec moins de limitations, une version complète, je dirais, de Microsoft SQL Server, une édition standard, une édition Enterprise. L'édition Express, elle est limitée en termes de mémoire, en termes de cœur, et donc voilà, quand on est dans un environnement un environnement qui est plus ou moins important, on peut rapidement atteindre les limites de cette base SQL Express. Et donc, la nouveauté, c'est que désormais, il y a une alternative à MS SQL au niveau du Vim Backup Server, c'est qu'on peut utiliser une base de données PostgreSQL. Alors l'avantage de PostgreSQL, alors les avantages sont nombreux, c'est que c'est gratuit, il n'y a pas de limitation, donc quelle que soit la taille de l'environnement, même si vous dépassiez le seuil critique en nombre de VM ou de serveurs à sauvegarder, vous n'avez pas de limitation équivalente à celle de SQL Express avec PostgreSQL. Donc gratuit, pas de limitation, performance optimale. Et donc voilà, PostgreSQL, c'est clairement l'avenir de Vim Backup et Réplication pour les versions prochaines. Donc ça, c'est une nouveauté intéressante. Lorsque vous faites la mise à jour, on ne va pas migrer la base tout de suite. On laisse la base SQL. Il faut ensuite faire une opération complémentaire pour switcher et passer de SQL à PostgreSQL. En revanche, si vous faites une installation from scratch, comme on dit, c'est-à-dire vous partez de zéro, et vous n'avez pas d'existant, vous ne partez pas d'une version 11 ou d'une version 12, par défaut, la base de données installée par défaut, ce sera une base PostgreSQL, okay, pour tout ce qui est configuration. Donc ça, c'est voilà, plutôt intéressant. Ça peut, dans certains environnements, ça fait l'économie d'une licence SQL. Voilà, en termes, non seulement il y a des avantages en termes de performance et autres, mais ça a aussi un intérêt d'un point de vue économique pour réduire un peu le coût global de la solution. Ensuite, toujours pour rester sur PostgreSQL, pour ceux d'entre vous qui avaient aujourd'hui des bases de données PostgreSQL, sachez qu'on a intégré pas mal de choses, de possibilités dans cette version 12 pour la sauvegarde des environnements des bases de données PostgreSQL. Avant la version 12, sur des machines virtuelles, par exemple, il fallait utiliser des scripts pré-backup, post-backup, il fallait les intégrer. Donc voilà, ça pouvait rajouter un peu de travail, même si c'était quelque chose d'assez simple à faire. Désormais, toute la gestion de la cohérence applicative de la base, sauvegarder la base PostgreSQL à chaud sans l'arrêter, sauvegarder les transactions, les archives log pour pouvoir faire des restaurations de type point-in-time recovery, par exemple. Tout ça, c'est intégré avec beaucoup de facilité et de simplicité. Je vais vous montrer rapidement. Alors ici, sur mon écran, sur mon environnement, par exemple, j'ai un job de sauvegarde dans lequel j'ai une machine Postgre qui est sauvegardée. Et pour gérer tout ce qui est cohérence applicative, consistance applicative, sauvegarde à chaud, tout ça se gère dans la partie ici, guest processing. Donc c'est une simple case à cocher. Et ensuite, il faut aller faire des choses un peu plus spécifiques en fonction des applications qui sont sauvegardées. Je prends par exemple celle-là, PostgreSQL. Vous voyez ici un onglet PostgreSQL désormais qui apparaît. Donc ça, c'est ça la nouveauté. Il y avait SQL Oracle avant, là on rajoute PostgreSQL. Donc on gère tout ce qui est cohérence applicative, il n'y a plus besoin de script à fournir. C'est Vim qui va créer les interactions nécessaires avec la base pour la sauvegarder à chaud, la laisser en lecture seule, faire une sauvegarde à chaud de manière cohérente. Et si vous le souhaitez,
vous pouvez aussi confier à Vim la sauvegarde des logs, des archives, des journaux de transactions. Et donc là, par exemple, on configure ici, ce qui est configuré, c'est la sauvegarde des logs toutes les 5 minutes sur ce serveur Postgre. Et cette sauvegarde de log, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? Elle va permettre de restaurer, je reviens ici, restaurer à la transaction près. Si je fais restore VMware, database restore, PostgreSQL, ici. On lance la restauration avec donc l'utilitaire de restauration, donc s'appelle Vim Explorer. On a un Vim Explorer pour chaque application. Vous avez l'Explorer pour Active Directory, l'Explorer pour SQL, Microsoft, pour Oracle, Exchange, SharePoint, par exemple, et désormais un Explorer aussi pour Postgre. Donc là, j'ai une instance PostgreSQL avec tout un ensemble de bases. Et on voit ici que les logs ont été sauvegardés. Je suis capable de restaurer cette instance PostgreSQL dans cet intervalle de temps. Vous voyez, de 6h35 à 6h50, je peux choisir de manière très précise une restauration, restaurer la base à un instant très précis, à la minute précise, parce que Vim a sauvegardé les journaux de transaction toutes les 5 minutes. Et c'est ce qu'on appelle la restauration PITR, Point in Time Recovery. Okay, donc ça, c'est une nouveauté intéressante de cette version 12 pour faciliter, vous permettre de mieux sauvegarder vos bases PostgreSQL et simplifier, faciliter la restauration. Pourquoi j'insiste sur simplifier la restauration? Parce que la promesse de Vim, dans ce qu'on est en train de faire, dans ce que je vous montre là, c'est de vous permettre, si vous êtes administrateur de sauvegarde, vous êtes spécialiste infrasystème, vous n'avez aucune ou peu de compétences de type base de données. Et vous avez quand même la possibilité, grâce à Vim, de restaurer une base et de la restaurer à un instant très précis. Si vous êtes responsable de la sauvegarde, la protection globale de l'environnement, vous avez la capacité de restaurer avec cette finesse-là et de restaurer des éléments PostgreSQL sans être un DBA, sans être database administrateur et sans être un spécialiste de base de données. C'est ça la promesse de Vim. Voilà, fournir des outils pour restaurer facilement, simplement et rapidement. OK, donc ça c'était la partie PostgreSQL. La fonctionnalité suivante, c'est pas une nouvelle fonctionnalité en soi. L'instant recovery existe chez nous depuis 15 ans, une quinzaine d'années. J'avais fait un webinaire d'ailleurs il y a quelques semaines sur le sujet instant recovery pour vous montrer toutes les possibilités de restauration de type instant, tout ce qu'on pouvait faire avec l'instant recovery. On a commencé effectivement avec les machines virtuelles il y a 15 ans, instant recovery de VM. Et depuis 15 ans, on a intégré de nouvelles possibilités, de nouveaux types d'instant recovery. Et la famille d'instant recovery s'est agrandie. Et l'instant recovery s'est bonifié au fil des ans. Et aujourd'hui, alors il y a l'instant recovery de machines physiques, de bases de données Oracle, SQL, PostgreSQL, mais je voulais, moi j'ai choisi de vous parler ici de l'instant recovery de NAS. La sauvegarde de NAS est disponible avec Vim depuis quelques années maintenant. Quand je dis NAS, je parle tout ce qui est SMB ou NFS, hein, tous les serveurs de fichiers, les file servers, tout ce qui est filer. Parfois on utilise aussi le terme de filer, vous stockez des fichiers pour vos utilisateurs. Tous ces types de données non structurées peuvent être sauvegardés par Vim. Et l'instant recovery permet de restaurer, va permettre de réduire le temps d'indisponibilité d'un NAS. Hein. Imaginons le scénario de chiffrement ransomware d'un filer. Un serveur de fichiers avec, je sais pas, une dizaine, une vingtaine, une centaine de terras, pourquoi pas, de fichiers. Restaurer une volumétrie comme celle-là prendrait beaucoup de temps. Hein. S'il faut restaurer tout le serveur de fichiers, ça peut durer des heures, des jours, ça dépend du réseau, ça dépend du stockage, ça dépend de plein de choses. La promesse de l'instant recovery, c'est de dire, au lieu de restaurer tout le filer, on va démarrer le NAS, le filer, directement depuis la sauvegarde dans un premier temps. On va mettre à disposition ce NAS sur le réseau, on va le remettre à disposition pour que des utilisateurs puissent accéder à leurs fichiers. Et donc le temps d'interruption aura été réduit de manière drastique. Et ensuite, la restauration
on peut la faire en tâche de fond, on peut la faire le soir. En tout cas, on choisit le moment de cette restauration effective. Et ça, c'est évidemment le principe de l'instant recovery. C'est le même principe qu'on a transposé sur un type de données différent. On a transposé ça sur des données non structurées. Si je dois vous montrer rapidement, parce que je vois que le temps est en train de filer, si je dois vous montrer ici, juste au niveau interface, vous voyez ici que j'ai une sauvegarde d'un filer, donc c'est un share qui est sauvegardé ici, qui s'appelle file share avec un certain nombre de fichiers, et les sauvegardes sont ici. Les sauvegardes sont ici, on retrouve ici le share qui est sauvegardé. Si je fais un clic droit sur le share, j'ai ici Instant File Share Recovery. Je vais pas aller au bout, hein, l'idée c'est pas d'exécuter, ça va prendre du temps inutilement, mais c'est juste pour vous montrer la facilité avec laquelle on peut faire l'opération. Et donc voilà, sur le même principe que l'instant recovery, clic droit sur la sauvegarde du file share, Instant File Share, et ensuite ce qui est réalisé, c'est que le share est monté sur le backup server, un point de montage. Donc toute la volumétrie du NAS est représentée et disponible à nouveau sur le réseau, par contre est exécutée depuis la sauvegarde. Les utilisateurs se connectent, ils peuvent travailler, créer de nouveaux fichiers, modifier des fichiers, des données existantes, et toutes ces modifications sont conservées dans un cache. Et l'administrateur choisit le moment de la bascule et de la restauration, hein, l'espèce de switch-over qui va fusionner tout ça et restaurer non seulement les données telles qu'elles étaient au moment de la sauvegarde, mais aussi restaurer tout le delta de modifications qui a été réalisé pendant l'exécution sur la sauvegarde. Donc c'est vraiment un instant de recovery, et c'est pour ça que j'ai mis sur le slide ici, instant recovery for NAS with migration, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la présentation du NAS sur le réseau, c'est que toutes les modifications sont conservées, et ensuite il y a une vraie migration en production de toutes ces modifications. On restaure la sauvegarde plus les modifications qui auront été potentiellement générées durant l'exécution et le fonctionnement à partir de la sauvegarde. Najib, pas de questions? Rien? Pas de questions. Bon, j'essaie de répondre aux De questions. répondre. Mais, Parfait, ouais. parfait. La dixième fonctionnalité. C'est alors c'est pas non plus nouveau, c'est le scale-out repository. C'est une fonctionnalité qui a un lien avec le scale-out repository. Pour faire simple, c'est quoi un scale-out repository? Alors déjà, le repository, c'est quoi? C'est simplement pour les non-initiés ou ceux d'entre vous qui n'avaient pas toutes ces connaissances autour de Vim, le repository chez nous, c'est le réceptacle des sauvegardes. Hein. C'est une terminologie pour dire stockage de backup. C'est le réceptacle des sauvegardes. On envoie des sauvegardes dans un repository, qui peut être de n'importe quel type repository. SAN, NAS, DAS, objet, peu importe. Tout ça, c'est le repository. Ensuite, le scale-out repository, en fait, c'est une abstraction, en fait. On crée, il faut le voir comme un pool de repository. Vous connaissez des concepts un peu comme ceux qui font du stockage parmi vous. Vous faites du RAID, vous configurez une baie de stockage, vous avez plusieurs disques, et après les disques, on les intègre dans un RAID, et ensuite l'ensemble des disques est présenté comme une volumétrie unique, un volume ou une LUN unique avec un stockage qui est la somme en fait de l'espace de chacun des disques. Il faut voir ce scale-out repository Vim de la même manière. Hein. On peut trouver des analogies, il y a de très fortes similitudes avec la notion de RAID. L'idée du scale-out repository, c'est d'avoir, il faut avoir plusieurs repositories, donc un repository DAS, NAS, ou plusieurs repositories, plusieurs serveurs, on prend un peu du stockage un peu partout. On intègre tout ça dans un pool de stockage pour avoir une sorte de stockage virtuel unique qui porte le nom de scale-out repository. D'accord? La nouveauté de la version 12, c'est que à l'intérieur de ce scale-out, hein, dans ce pool logique de plusieurs repositories, à l'intérieur, on apporte de l'intelligence supplémentaire pour que les sauvegardes soient réparties de manière équilibrée à l'intérieur du scale-out. Un scénario. Vous démarrez avec un scale-out qui est composé de deux
repository. On parle d'extint. Vous en avez deux, vous avez deux repositories, vous les mettez dans un scale-out repository, vous faites tourner votre environnement comme ça plusieurs mois, plusieurs années. Fatalement, vous allez remplir l'espace de stockage des deux repositories à l'intérieur du scale-out. D'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Il faut rajouter du stockage supplémentaire. Donc, rajouter un nouveau repository, un troisième repository, un troisième extint. Lorsque vous allez faire cette opération, dans la V12, Vim va automatiquement rebalancer ou rééquilibrer les sauvegardes, il va les déplacer de manière à ce que le taux d'utilisation ou l'utilisation des stockages soit réparti sur l'ensemble des extincts, l'ensemble des repositories de manière automatique. Et ça, c'est très utile dans des environnements qui évoluent régulièrement, dans des environnements avec du stockage, avec plein de repositories ou avec une volumétrie qui augmente de manière fréquente. Ça permet de réduire la charge de gestion, de configuration, la charge de maintenance au niveau des environnements. Donc, Rebalance Scale-out Repository, c'est voilà, un niveau d'intelligence supplémentaire qu'on intègre dans cette version 12 dans la gestion du Scale-out Repository. La 11e fonctionnalité qu'on a choisi, sélectionné, c'est une fonctionnalité qui est liée à la sécurité. Vous avez vu que dans notre pilier, l'aspect sécurité est extrêmement important chez nous et on s'évertue à proposer toujours plus de technologies pour vous permettre de mieux sécuriser, mieux protéger l'infrastructure de sauvegarde pour avoir la meilleure résilience possible. Dans cette démarche protection, stratégie protection, sécurité, pour se protéger de toutes les menaces, il faut empiler les couches. Hein. Il n'y a pas de technologie ultime, il n'y a pas de technologie infaillible, mais c'est le fait d'empiler des couches et de multiplier les protections qui vont donner cette résilience et cette sécurité, cette force et cette robustesse à votre stratégie de protection. Et donc dans ce cadre, on a désormais dans la version 12 intégré le support de ce qu'on appelle les GMSA, Group Managed Service Account. Alors c'est quoi les GMSA? Group Managed Service Account. C'est une technologie Microsoft. Certains d'entre vous peut-être vous la maîtrisez. C'est une technologie Microsoft qui permet simplement de confier la gestion des passwords à l'Active Directory. Ce sont des comptes utilisateurs particuliers, donc Managed Service Account, donc c'est des comptes de service particuliers, dont les mots de passe sont gérés exclusivement par l'Active Directory. Aucun administrateur, aucun utilisateur ne connaît ces mots de passe. Les mots de passe sont générés par l'Active Directory, sont renouvelés par l'Active Directory, sont chiffrés au niveau de l'Active Directory. Ces comptes de service, Vim va les intégrer. Donc la nouveauté, c'est qu'on permet l'utilisation de ce type de compte désormais pour une opération bien spécifique dans Vim. C'est toutes les opérations qu'on appelle chez nous AAIP, Application ER Image Processing. C'est tout ce qui est gestion de la cohérence applicative. Vous voulez sauvegarder un contrôleur de domaine, il faut activer l'intégration VSS pour que ce soit sauvegardé de manière cohérente. Vous voulez sauvegarder un SQL, Oracle, c'est pareil. Exchange, c'est pareil. SharePoint, c'est pareil. Il faut une intégration VSS. Et pour que Vim ait cette intégration, Vim a besoin de certaines permissions, de certains privilèges élevés, de l'ordre des droits d'administration pour pouvoir avoir cette interaction avec les frameworks VSS. Et donc, pour améliorer la sécurité de manière globale, pour ces comptes de service, aucun mot de passe n'est stocké dans la base de données de Vim. Aucun mot de passe. Tout est géré au niveau de l'Active Directory. Vim va demander les mots de passe à l'Active Directory. Au moment de l'opération, Vim va aller demander les mots de passe à l'Active Directory. C'est l'Active Directory qui va répondre avec les mots de passe. Donc, l'utilisation des groupes managed services au compte, en tout cas, ça a été conçu par Microsoft dans ce sens, c'est d'apporter une sécurité supplémentaire avec des mots de passe qui sont des mots de passe forts, qui sont très longs, qui sont renouvelés tous les mois de manière aléatoire et qui sont gérés intégralement par l'Active Directory. Okay, donc le support des GMSA, Group Managed Service Account. Il y a une question par rapport au scale-out, si tu veux y répondre, Arnaud. Oui, dis-moi. Si tu veux garder ça pour plus tard. Non, alors, la question c'était, dans le cadre du scale-out recovery, si on perd un repository, comment Vim gère cet incident?
Est-ce qu'on perd toutes les Ouais. données sur ces repositories? On peut les récupérer. Alors, bonne question. Alors, effectivement, si on, dans un scale-out repository, si vous perdez un repository, vous perdez les données qui sont sur repository. Okay. Par contre, je dirais que la parade à ça, pour couvrir ce risque-là, c'est de multiplier le nombre de copies que vous avez. Encore une fois, on revient à la règle d'or de toute stratégie de protection de données, c'est la règle du 3-2-1. Cette règle est dit qu'il faut au moins 2 copies de sauvegarde, au minimum. Ce qui veut dire que si vous avez 2 copies de sauvegarde, vous avez une copie de sauvegarde locale dans un scale-out repository, vous avez une copie externalisée vers un autre site, même si vous perdez un repository dans le scale-out, vous perdez uniquement les sauvegardes de ce repository, mais vous avez une copie de ces sauvegardes qui sont externalisées sur disque, sur bande ou ailleurs. Donc, pour pallier pour couvrir ce risque de perte des sauvegardes, c'est via la mise en œuvre de la règle du 3-2-1. Multiplier le nombre de copies. Avoir minimum les 2 copies, ou 3, 4, vous pouvez en avoir plusieurs, mais le minimum, c'est bien 2 copies. Okay. Donc, le scale-out backup repository, ce n'est pas un mécanisme, ce n'est pas une technologie qui apporte de la tolérance de panne. On est d'accord. C'est pas son objectif, c'est pas d'assurer de la haute disponibilité ou apporter de la tolérance de panne aux sauvegardes. Son objectif, c'est de simplifier la gestion. Vous simplifiez la gestion des sauvegardes. Concrètement, si par exemple, vous n'avez pas de scale-up repository et que vous avez simplement des repositories individuels, vous en avez 3. Vous avez des sauvegardes qui vont sauvegarder vers le premier repository, la deuxième sauvegarde vers le deuxième repository, la troisième sauvegarde vers le troisième repository. Ça va fonctionner parfaitement pendant un certain temps. Au bout de quelques mois ou d'années, ces repositories vont se remplir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rajouter un repository supplémentaire. Sauf que tous les jobs qui envoyaient leurs sauvegardes sur les repositories qui sont pleins, il faudra tous les modifier potentiellement pour les faire converger vers le nouveau repository qui dispose d'espace. Mon exemple, il est simple, mais imaginez un environnement avec plusieurs jobs, plusieurs dizaines de jobs, parfois des centaines de jobs, des repositories dans tous les sens. Ce genre d'opération peut être très très compliqué à mettre en œuvre, ou ce genre d'opération de maintenance ou de changement peut être très compliqué à réaliser sans une technologie comme le scale-out qui apporte de la facilité. Le scale-out, c'est une somme de petits repositories ou de repositories logiques, et tous les jobs de sauvegarde, si vous avez une dizaine, une centaine de sauvegardes, tous ces jobs de sauvegarde vont converger vers le scale-out. C'est comme si c'était un seul repository unique, logique. Et lorsqu'il y a des changements à l'intérieur, si Vim va rediriger ces sauvegardes vers les repositories disponibles. C'est-à-dire que si à l'intérieur du scale-out, vous avez une panne, une indisponibilité, vous n'aurez pas d'erreur dans le lendemain en arrivant. Parce que Vim va répartir, il va se rendre compte que le repository qui hébergeait les sauvegardes au départ, il n'est plus présent dans le scale-out. Et donc, les sauvegardes vont être copiées vers un autre élément, un autre repository à l'intérieur du scale-out. Et donc, ça donne beaucoup plus de souplesse et de flexibilité. Mais encore une fois, ce n'est pas une fonctionnalité, ça n'apporte pas de la haute disponibilité ou de la tolérance de panne pour les sauvegardes. Pour avoir la tolérance de panne, règle du 3-2-1, multiplier le nombre de copies. Copies sur disque, externalisées sur bande, externalisées dans le cloud. Et plus vous avez de copies disponibles, meilleure est votre résilience et meilleure est votre capacité à repartir. D'ailleurs, le scale-out nous permet aussi d'automatiser la copie vers le cloud Exactement. avec le capacity tier. Et si on perd le performance, vu qu'on a déjà une copie dans le capacity, on peut la récupérer et la retrouver. Tout à fait. Alors, ma dernière fonctionnalité, c'était l'authentification multifacteur et j'avais prévu une démo, sauf que je vais le temps de relancer une petite application là que je voulais utiliser. Si tu as des questions entre-temps, Najib, n'hésite pas. Il n'y a pas eu de nouvelles questions. Alors, hop. On m'a demandé un lien pour l'ancien webinaire pour l'Instant Recovery. Ok, alors, l'authentification multifacteur. L'authentification multifacteur. Alors c'est quoi? Juste avant, après on va le faire sous forme de démo. Je voulais vous faire une petite démo rapide pour vous montrer comment ça marche. L'authentification multifacteur, vous connaissez tous ce principe. Vous connaissez tous cette
technologie. Vous êtes utilisateur sans doute déjà depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. C'est une méthode d'authentification, c'est considéré comme la méthode d'authentification la plus sûre. Elle n'est pas infaillible, mais elle est beaucoup plus sécure que l'utilisation d'un simple mot de passe. Le principe, c'est que vous allez avoir plusieurs niveaux d'authentification. Donc la nouveauté de Vim, enfin de version 12, c'est que l'accès à la console, en tout cas l'objectif de cette fonctionnalité, c'est de sécuriser les accès à l'infrastructure, sécuriser les accès à la console Vim. Empêcher n'importe qui d'avoir accès à la console. En interne, pourquoi pas, limiter les accès internes. Et puis, si vous êtes victime d'une intrusion dans votre système, que les personnes qui ont accès ou qui ont réussi à avoir des privilèges élevés dans l'environnement ne soient pas en mesure d'accéder à cette infrastructure de sauvegarde. Parce que accéder à la sauvegarde, ça peut ouvrir pas mal de portes vers d'autres types de données qui sont extrêmement importantes pour l'entreprise. Donc l'authentification multifacteur, nouveauté de la version 12, c'est une authentification à 2 facteurs, à double facteur. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle un facteur de connaissance. C'est le facteur de connaissance le plus usité, le plus utilisé, c'est le mot de passe. Vous connaissez l'information, vous la rentrez, vous la spécifiez. Et il y a un deuxième facteur d'authentification, donc une deuxième porte à franchir. Et avec Vim, ce deuxième facteur, c'est un facteur de possession. C'est une information on va utiliser un objet que vous possédez. Et aujourd'hui, l'objet que tout le monde possède, c'est le smartphone. Et c'est pour ça que la majorité des authentifications via le facteur de possession se fait via le smartphone. Donc le principe, c'est que, on va le voir, vous aurez besoin de votre smartphone et d'une application d'authentification Microsoft ou Google ou autre pour vous authentifier à la console. Alors comment ça marche? Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Comment ça marche? Je reviens sur mon environnement, ici, et je vais vous mettre à mon téléphone là, espérons que... Ok, voilà, on va mettre là. Bon, j'espère que vous arrivez encore à lire. Bref, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste aller ici au niveau utilisateur. Vous voyez, par défaut, ça c'est une installation par défaut. Et toutes les personnes qui ont le compte admin, tous les comptes, tous les utilisateurs qui sont dans le groupe administrateur local sont administrateurs Vim Backup Administrator, par défaut. Ça, pas une bonne pratique. C'est une recommandation qu'on fait d'ailleurs. Si vous voulez vraiment sécuriser les accès à la console, utilisez des comptes nominatifs. Le groupe administrateur qui donne accès à toutes les personnes qui sont admins locales, donc tous les admins du domaine, toutes les personnes qui sont dans le groupe admin du domaine sont automatiquement admins locales des machines et donc automatiquement administrateurs de toute l'infrastructure de backup. Ce n'est pas une bonne pratique. Ça, il faut le changer, il faut le faire évoluer, il faut des comptes nominatifs, il faut créer des comptes spécifiques pour Vim, avec des mots de passe forts évidemment, des accès limités uniquement à certaines personnes. Donc ce qu'on fait ici, ce que je vais faire, je vais rajouter un compte nominatif, c'est un compte existant en local sur le serveur. Petit problème clavier. Ok, c'est mieux. Vim admin. Cet utilisateur, il va être backup administrator. Ok. Je vais activer l'authentification multifacteur ici. Vous voyez, require two-factor authentication. Et je vais supprimer. D'ailleurs, si vous ne supprimez pas, Vim va vous dire attention, security cannot be used with multifactor authentication. Les groupes, vous ne pouvez pas activer l'authentification multifacteur sur des groupes. Il faut que ce soit des utilisateurs nominatifs spécifiques. Donc, je vais supprimer ce groupe. Remove. Authentification activée. Ici, je valide. Ça, c'est pas très grave. Je ferme la console et je vais me reconnecter. J'ai encore perdu mon téléphone. Si j'ai pas mon téléphone, ma démo, elle va être moins réussie. Alors, laissez-moi quelques instants. Pas de questions, Najib? Je te laisse meubler en attendant. Alors, ils disent, ces nouvelles fonctionnalités ont-elles une incidence sur les coûts de souscription ou d'acquisition de Vim? Non. En fait, toutes les nouvelles, toutes ces fonctionnalités, elles sont intégrées sur
La solution et l'avantage que vous avez avec, Vim Backup, et Réplication et l'avantage que vous avez avec les solutions Vim, c'est que, justement, on n'a pas cette notion de plugin, add-on que vous rajoutez. En fait, vous achetez la solution, vous avez toutes les fonctionnalités, en par défaut. Najib, merci d'avoir meublé. Pas de souci. Alors l'autre question, Là, hop, bon, du coup, on va laisser Arnaud, terminer avec le MFI, et on reprend pour les questions après. ouais. Alors ici, donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il faut que je me reconnecte ici. Donc cette fois-ci, je ne vais pas me loguer en administrateur, je me loguer avec l'utilisateur que j'ai créé là, tout à l'heure. Parce que de toute façon, administrateur, je l'ai supprimé. OK. Donc la première fois qu'on se connecte avec cet utilisateur, voici ce qu'on a. On a un QR code. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va lancer ici l'application Authenticator donc, sur mon téléphone. Je vais aller ici créer un compte et je vais faire analyser le QR code depuis l'application. Donc là, j'ai le QR code. Vous voyez, c'est bien moi. Et là, on va aller scanner le QR code. Petite mise au point, voilà. Donc, je fais Next. Il me demande confirmation code. Et je vais rentrer le code qui est ici. Je vais faire exprès de rentrer n'importe quoi pour vous montrer que c'est pas n'importe, ça marche pas avec, si je fais celui-là, il va me dire invalide confirmation code. Et donc je vais rentrer le code qui s'affiche sur mon téléphone qui est 216 140. J'ai 14 secondes, 13 secondes pour le valider. 216 140, c'est bien ça, confirme. Voilà. Et là, je suis authentifié. Okay, donc sans mon application, j'aurais pas pu accéder à cette console et retrouver mon environnement. Voilà. Donc simple, rapide. Voilà. On active, on coche des cases, on scanne la première fois. Et toutes les autres fois, il n'y a plus besoin de scanner le QR code. Si je ferme cette fenêtre et que je la relance, je tape mon mot de passe, donc le facteur de connaissance. Voilà, confirmation code. Et je vais utiliser celui qui apparaît. Il est renouvelé toutes les 30 secondes. Ici, je vais rentrer. Bon, je crois qu'il ne veut plus. Pas content. Est-ce qu'il est 600, 600, ouais, je vais attendre le prochain. Tac, alors 807, 531. 807, 531. Confirme. Et voilà, je suis authentifié. Voilà. Bon. On est à la fin, ça fait 12. Ça fait 12. 12 fonctionnalités comme la V12. Pas de questions, Gilles? Alors, du coup, est-il possible de sauvegarder une machine virtuelle hébergée sur le cloud Azure vers mon centre de données local? Oui. Avec, Vim Backup pour Microsoft Azure, vous avez la possibilité de sauvegarder vos workloads, qui se trouvent, sur Azure et vous avez aussi une intégration avec Vim Backup et Application qui va vous permettre en fait de récupérer les sauvegardes depuis le cloud Azure, de les avoir en-prem et vous aurez même la possibilité, par exemple, d'utiliser de l'instant VM recovery ou par exemple de, convertir le backup une fois que vous l'avez en-prem et vous le démarrez par exemple sur de l'Hyper-V, du VMware ou du Nutanix AHV. Parfait. Alors, Najib, tu veux dire quelques mots sur les migrations? les migrations de VM? Non, sur l'update, la migration V12. Ah, alors, Moi, j'avais un, je vais afficher sur mon écran. Ça, je voulais partager avec vous. Parce que ça me permet de faire deux choses. Ça me permet de parler d'un site, le site de la communauté, la community Vim,
sur lequel vous avez beaucoup de ressources, d'informations. Donc c'est vraiment un lieu d'échange. Et d'ailleurs, à ce propos, vous avez ici, vous avez un groupe spécifique par région du monde, par pays, et vous avez communauté ici. Est-ce que je suis... Ça va être plus simple. Ouais, elle est là. Une communauté spécialement pour l'Afrique francophone. Voilà. Vim User Group Africa French Speaking. Il commence à avoir pas mal de monde. Hein. On doit déjà 110, 120 personnes là quand même. Donc c'est un endroit pour discuter, échanger en français. Parce que en dehors de ce groupe, tous les échanges se font en anglais. Donc si vous avez peut-être plus de facilité avec le français et moins avec l'anglais, c'est l'endroit idéal pour poser vos questions, partager, échanger, donner des retours d'expérience, présenter des choses, initier des événements, des events, hein, évidemment. On a organisé un événement fin novembre, en novembre dernier, avec les leaders du groupe aujourd'hui. Donc Amine, que beaucoup d'entre vous connaissez, hein, qui est formateur, excellent formateur Vim, et Fortuné Kouacha aussi, qui lead un peu le groupe pour l'instant. Donc, c'était la petite aparté. Sur cette communauté, vous avez ici, dans la partie News, V12 Upgrade Center. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que vous avez une compilation qui est assez complète de toutes les ressources qu'il faut avoir sous la main pour effectuer des migrations V12 sereines, des migrations V12 normales, sans difficulté. Le processus en lui-même, il est simple. Hein. Les mises à jour chez Vim sont simples. Il n'y a pas de choses complexes. Il faut suivre juste une playlist. Il faut simplement faire les choses dans l'ordre. Mais les mises à jour, c'est télécharger l'ISO, lancer l'ISO d'installation de la V12. Vim va détecter qu'il y a déjà des composants. Il va mettre à jour les composants, mettre à jour la base, et puis ça redémarre, ça part. Il faut simplement, en fonction des éléments déployés, si vous avez de l'entreprise manager ou des choses comme ça, il faut le faire dans une certaine séquence et dans un certain ordre. Il faut sauvegarder la configuration, évidemment. Il y a des choses basiques, hein, sauvegarder la configuration, arrêter certains jobs pour ne pas avoir d'effets de bord à gérer. Mais une fois que vous suivez cette checklist, les choses se passent normalement. Et ici, c'est vraiment très intéressant. Vous avez une compilation de tout ce qu'il faut savoir et de toutes les ressources et toutes les documentations qui vont vous aider à faire cette mise à jour. Donc, vous voyez ici, Upgrade Checklist pour les environnements VMware, les environnements Hyper-V, la gestion des licences, hein, les possibles, les différentes releases, les mises à jour, les KB qui ont été proposées. Vous avez des vidéos voilà, des petites démos qui montrent les mises à jour de serveurs existants, V11 à V12, V10 à V11. Et ensuite, ici, vous avez des commentaires des utilisateurs de la communauté qui font des retours, des feedbacks, qui commentent ou qui complètent, qui rajoutent des informations sur leur propre expérience de cette mise à jour. Donc, s'il y a vraiment une ressource à utiliser pour assurer vos mises à jour de manière optimale, ça serait cette ressource-là. Donc sur le site de la communauté, community.vim.com, dans News, vous allez sur le champ de recherche, vous tapez Upgrade Center V12 et vous tombez directement là-dessus. Bon, Najib, quelque chose à... Ok, il y a aussi le KB 2053 avec l'upgrade path, tu sais, pour passer des versions. Ça aussi, ça peut leur être utile. Ouais, ok. KB 2053, tu as dit, c'est ça? Oui, 2053. Okay. KB 2053. Ouais. Alors, ok, c'est celui-là. KB 2053. Upgrade Pass, voilà. Vous retrouvez aussi ces informations sur... ouais. Ouais. Ah oui, ça Il y a c'est des intéressant, informations sur effectivement, le tu as raison. passage de la 10 à la 12, Ouais, de la 11A à la 12. Il y a ouais, toutes les ouais. informations sur ce KB. Excellente KB, Najib, c'est top. Ouais. On peut voir les passages possibles, 9.5 à 12, 12 à 10 à 12, 10A à 12, 11. Ouais, excellent, c'est top. Bon, voilà, vous avez l'info, la KB 2053. Alors, une question intéressante. Comment Vim V12 protège contre les ransomware?
Bon, la réponse, elle est vaste. Hein. Elle est vaste. On a vu un aperçu là, un peu avec ce qu'on a présenté. Najib a parlé d'immutabilité avec le Harden Repository tout à l'heure. Ça, c'est une première réponse qui permet de protéger les sauvegardes avec un mécanisme qui empêche la suppression des sauvegardes, hein, pour ne pas que les intrusions, les hackers prennent le contrôle et suppriment les sauvegardes. Donc l'immutabilité native de Vim permet de protéger les sauvegardes de cette manière-là, de manière simple, hein, avec un simple repository. Après, il y a d'autres manières de faire de l'immutabilité. On peut la mettre en œuvre au niveau du stockage, il y a plein d'autres possibilités. Le stockage S3 a aussi des mécanismes d'immutabilité native. S3 et Blob d'Azure, Microsoft. On peut activer dans les API des verrous qui verrouillent les fichiers de sauvegarde pendant une certaine période, pour empêcher qu'on les supprime. D'accord. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? L'authentification MFA, permet de sécuriser les accès. Hein. Tout ça, ça rentre dans l'arsenal de réponse et de protection anti-ransomware, de manière à avoir une résilience qui soit plus intéressante. Et puis, il y a d'autres, il y a des mécanismes de détection côté Vim avec la partie monitoring qui permet de détecter des comportements anormaux. Donc, c'est des choses qui vont contribuer à la détection. Donc, l'approche, elle n'est pas unique, hein, ce qu'il faut retenir. L'approche, elle est holistique et c'est la multiplication ou la combinaison de fonctionnalités, de bonnes pratiques, de technologies qui vont renforcer votre résilience et vous permettre de tenir et d'être robuste et d'avoir cette capacité de redémarrer, de restaurer quoi qu'il arrive. Okay. C'est un vaste sujet. On est sur la fin, on pourra faire d'autres webinaires sur le sujet pour détailler, mais voilà un peu en substance les réponses, en tout cas ce qu'on propose dans ce contexte de menace ransomware. Alors, ok, alors il y avait une question de Amor Ben Romain. Est-il possible de restaurer une VM sauvegardée depuis Hyper-V vers VMware ESXi? Oui. Alors j'ai répondu, bon, on peut faire l'inverse, on peut partir d'une sauvegarde Hyper-V vers du VMware ou vers du Nutanix HV, ou on peut partir d'une sauvegarde VMware, on va utiliser l'instant recovery pour restaurer vers de l'Hyper-V ou vers du Nutanix HV. Alors, la réplication est-elle permanente ou volatile? Quelle réplication? Si tu peux détailler un peu, Elvis. Alors, peut-on faire une migration directe de la version 12 vers la version de la 10 vers la 12? Oui, on a répondu à ça. Vous pouvez utiliser le KB 2053 pour plus de détails. Alors, quoi d'autre? Les formations certifiantes de Vim sont-elles disponibles en ligne? Je pense que oui, Arnaud, si je me Oui, trompe alors pas. les formations certifiantes sont faisables en ligne, hein, selon les centres de formation. Il y a des centres de formation agréés sur l'Afrique francophone. Il y a GTI, hein, avec Amine, qui donne des formations chez GTI. Et il y a un autre centre de formation agréé, je crois que c'est Clévory, qui propose des formations. Donc effectivement, il y a des formats présentiels, des formats distanciels, et il faut se rapprocher de ces deux partenaires Vim pour avoir les dates et connaître les formats, les types de formation. Mais ça, c'est pour les formations, pour les certifications, pour la VMCE, hein, Vim Certified Engineer ou Vim Certified Architect. Avant ça, vous avez beaucoup de contenu qui peut vous permettre de monter en compétence sur de nombreux sujets autour de Vim. Vous avez des accréditations aussi qui sont... Vous pouvez suivre des trainings en ligne, passer ensuite des examens en ligne, mais vous avez beaucoup de contenu et de ressources pédagogiques pour vous aider à monter en compétence sur Vim. La certification, c'est en bout de chaîne, et puis indispensable pour nos partenaires, les partenaires Vim qui doivent déployer, accompagner les clients, installer, configurer et autres. Voilà. Alors, nous avons Raymond. Pourriez-vous revenir sur l'explication de l'instant recovery pour NAS, s'il vous plaît? Ouais, vaste question. Sur l'instant recovery, mais sur quel point précisément?
Je vais pas Alors, réexpliquer tout ce qu'on ouais, a déjà fait, mais est-ce qu'il y a est-ce que la question, si elle pouvait être plus spécifique, ça permettrait d'être alors je plus efficace et puis de regarde. prendre moins de temps prendre un peu moins de temps à tout le monde. Alors, tu toujours pas accès au Q&A, Arnaud? Heu, non, Normalement, si fenêtre tu un peu fais disparue. ouais, normalement, tu as le ruban, si tu fais passer la souris tout en haut et tu peux faire afficher le Q&A. Alors, attends. Mais bon, de toute façon, là, on arrive au terme, tu vois, il est 17h, on arrive au terme de ce qu'on avait prévu. On avait prévu 17h. Ce que je vous propose à tous, c'est, alors on n'a peut-être pas répondu à toutes les questions, hein. On est tenu par le temps. N'hésitez pas à nous envoyer un email à Najib et à moi. Ouais, Vous pouvez nous pinguer par mail en comme reposant les ça on pourra questions. faire le suivi. Comme ça, on pourra faire le suivi, répondre à vos différentes questions, aborder d'autres sujets. Vous avez peut-être des besoins un peu spécifiques dans vos environnements. Aujourd'hui, vous avez des réflexions en cours. N'hésitez pas à nous contacter par mail. arnaud.kenom@vim.com, najib.bourlem@vim.com. Et puis, on pourra approfondir les choses et les sujets et puis répondre à d'autres questions. Bon, j'espère que ça a été profitable pour vous, quand même, vous qui avez raté l'annonce de la version 12 et qui êtes passé peut-être à côté de toutes ces nouveautés. On a sélectionné que 12 fonctionnalités. Il faut savoir que la version 12, c'est plus de 500 fonctionnalités. Si vous voulez avoir le détail de toutes les fonctionnalités majeures, vous avez un document PDF qui a été rédigé par Anton Gostev chez nous, qui est notre Chief Product CPO, Chief Product Officer, qui s'appelle What's New V12. C'est un document de 30 pages qui décrit toutes les fonctionnalités majeures. Alors, il n'y avait pas 500 fonctionnalités, mais il doit en avoir une centaine, qui est un document très clair, concis et vraiment très intéressant. Ça vous permettra d'aller plus loin et de découvrir les autres fonctionnalités intéressantes et importantes de cette version 12. Bon, il ne manque plus qu'à vous remercier. Je vous remercie au nom de Najib et moi d'être restés jusque-là. Je ne sais pas combien de personnes encore sont connectées, mais merci à ceux qui sont encore là. On est tous les deux à votre disposition. En termes de ressources techniques, on est deux sur tout le territoire, Najib et moi. N'hésitez pas à nous contacter, à nous pinguer par mail ou autre, sur WhatsApp, pourquoi pas. Et on se fera un plaisir d'échanger sur vos difficultés, vos problèmes. Et puis pour les partenaires, c'est pareil, on sera présent pour vous aider, vous accompagner dans votre montée en compétences autour de Vim. Voilà. Najib, quelque chose à rajouter? Sinon, Pas vraiment, ok. juste, remercier tous les participants et bien sûr, en cas de besoin, vous avez nos adresses mail, on est disponible, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous répondre et merci encore pour, toutes ces questions et on vous dit à un prochain webinaire. Parfait. Merci Najib. Merci à tous. Et puis à très bientôt. Bonne Salut. fin de journée tout le monde.